Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 69e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH, et c'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire pour vous, avec vous, sur le thème de DRH et management, un duo au service de l'expérience collaborateur et des performances. Pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir un expert de cette thématique, aussi un expert RH d'ailleurs. Il va se présenter d'ici quelques minutes, en la personne de Rémi Malenfant, ici présent, directeur de l'innovation RH et de l'expérience client chez UKG. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet, de ce vaste sujet. Quel va être le sommaire de ce webinaire? Alors, tous les webinaires Parlons RH ont la même structure, si je puis dire, même si à chaque fois le sujet change. D'une part, Rémi va nous décrire ce dont on parle quand on parle d'un duo RH et manager et quels sont éventuellement les obstacles à cette dynamique collaborative. Après, on verra en quoi c'est important que les chaînes, que cette chaîne de valeur, en tout cas ce lien-là, que ce maillon entre RH et manager soit solide. On en verra les bénéfices ou la nécessité. Et puis on verra surtout dans un troisième temps quelle est la manière de procéder, quelle est la bonne démarche à appliquer avec des exemples. Je crois que tu as prévu des exemples d'entreprises à nous présenter. Le plus important, c'est que vous puissiez poser vos questions durant cet échange, que vous nous fassiez vos retours d'expérience. C'est ça qui nous semble particulièrement important. Alors, on m'apporte une petite note, je le fais comme en direct. D'accord, et bien voilà, c'était juste pour nous dire que la qualité de l'image était OK. Donc c'est parfait. N'hésitez pas aussi, si vous avez un problème technique, vous avez donc la boîte de chat en bas à droite. Alors, je crois qu'on me dit qu'on voit en petit. Est-ce que là, c'est mieux? Super. Voilà, on a deux chefs de projet super qui sont là. Donc là, n'hésitez pas à nous faire part éventuellement de vos difficultés audio, vidéo. Le but, c'est qu'on puisse on parle d'expérience, donc qu'on puisse avoir ensemble une bonne expérience. J'étais juste sur ce point-là. Vous avez une boîte de chat. N'hésitez pas à vous présenter dans cette boîte de chat, à rappeler éventuellement dans quelle société, dans quelle zone géographique vous vous situez, combien il y a d'effectifs pour que chacun puisse se présenter. Et puis surtout, à utiliser un autre espace, qui est l'espace des questions. Questions, on va dire, et commentaires sur lequel moi, je ferai réagir notre expert, la personne de Rémi, sur cette thématique. Notre webinaire durera encore 42 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 14h45. Pour commencer, je ne vais pas commencer par cette première question. Je commence toujours par une première question qui est de dire qui est notre expert? Donc, Rémi, d'où tu viens, qu'as-tu fait? Et pour ceux qui ne connaîtraient pas UKG, est-ce que tu peux nous présenter cette belle société et ce qu'elle fait en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rémi Malenfant, directeur de l'innovation RH chez UKG. Moi, je viens du monde des RH. En fait, avant de rejoindre UKG, je vais expliquer un peu plus la société après, mais je travaillais pour la DRH de Bureau Veritas pendant à peu près un peu plus de 6 ans, où j'ai fait plusieurs choses, du talent management, ensuite beaucoup des process RH, du SIRH et de la refonte du modèle organisationnel RH. Et donc, évidemment, on se posait beaucoup la question de quel est le rôle des RH, quel est le rôle des managers, sur laquelle on reviendra après. Mais aujourd'hui, je suis chez UKG, qui est donc un des plus gros acteurs du SIRH mondiaux, avec plus de 70 000 clients dans énormément de pays, dans plus d'une centaine de pays, 15 000 collaborateurs, et on est des experts de la digitalisation RH et de la gestion des temps et des effectifs. Merci pour cette présentation flash. Et puis, j'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir des experts RH, en plus d'être des experts d'une thématique. Juste quelques petites questions pour UKG, sur UKG, parce que, en fait, je vois que les chiffres, là, ils sont impressionnants. 70 000 clients, 15 000 collaborateurs, 150 pays. Mais en fait, en France, on ne vous connaît peut-être pas autant que les chiffres pourraient le dire, le prédéfinir, en fait. Comment t'expliques cette petit écart de ma perception, entre notoriété et assise économique, 3,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Donc, vous êtes dans le top 3 des acteurs mondiaux. Exactement. En fait, top 5, top 3. On est le troisième en termes de part de marché sur le monde du SIRH. On est le troisième acteur mondial.
derrière SAP et Workday, et devant Oracle. Donc en fait, oui, on a un grand groupe et bon, c'est vrai, je te rejoins. Souvent, les gens ne nous connaissent pas, ou en tout cas, ils ne connaissent pas la marque UKG, parce que c'est une marque qui est encore récente. En réalité, notre histoire, c'est une histoire de fusion entre plusieurs sociétés et on est devenu UKG en octobre 2020. 2020 qui était une année un petit peu particulière aussi, on était tous peut-être un peu moins focalisés sur ces éléments-là, mais peut-être qu'en fait vous nous connaissez sous d'autres noms, puisque en Europe on est notamment PeopleDoc, qui est un expert de la digitalisation RH et l'automatisation des processus RH, et Chronos, leader sur la gestion des temps et des effectifs. Et donc, c'est ça que ça veut dire, UKG, c'est Ultimate Chronos Group. On trouve le cas de Chronos dedans, mais donc la marque est encore récente. Mais comme on peut le voir là, en fait, les gens nous connaissent, on a plus de 70 000 clients dans le monde, plus de 3 000 en France. En fait, souvent, vous nous connaissez sans forcément connaître de nouveaux noms. Et alors justement, en France, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est quoi votre ancrage, avant de commencer sur le reste du webinaire? Moi, j'aime bien titiller mes experts. C'est quoi votre ancrage français? L'ancrage français, ça va être justement, je parlais de PeopleDoc, donc qui était une des sociétés qui a fusionné, donc vraiment qui a commencé il y a 12 ans, une startup qui a créé une nouvelle catégorie d'outils avec ce qu'on appelle, alors en anglais c'est le HR Service Delivery, c'est la digitalisation RH, digitalisation des processus RH. Qui est une société française qui ensuite a grandi à l'international, mais qui a toujours eu un ancrage très fort en France. On a notamment toute l'équipe engineering, les développeurs, l'équipe produit qui sont basés en France. Et au fur et à mesure de l'histoire, avec les fusions et les acquisitions, on est devenu effectivement un groupe plus important, mais 3000 clients en France. Vous adressez tout type de clients? On adresse toute industrie, toute taille d'entreprise? Oui, toute taille d'entreprise et tout secteur d'activité également. Toute taille d'entreprise, pas de la TPE, TPE, je suppose que vous êtes plutôt un peu au-dessus, non? On fait tout. En fait, on ne va pas forcément adresser les toutes petites entreprises, on va dire de 2-3 personnes, la boulangerie du coin par exemple, mais après, au-dessus, tout secteur, on a vraiment différentes solutions qui s'adressent à différents segments. À chaque segment. Et pareil, sur le périmètre fonctionnel, vous couvrez tous les secteurs? Oui, tous les secteurs, donc l'industrie, les services, le secteur la public. santé, le secteur public aussi. On a par exemple le CHU de Nancy, l'INRIA, on va avoir des collectivités territoriales aussi comme Métropole Orléans. Donc, tu peux citer quelques clients juste pour qu'on puisse se projeter et puis après on rentrera dans… Enfin non, après, tiens, j'ai une autre question. Mais… Quelques clients d'abord. Oui, quelques clients. Donc, quelques exemples de clients. Donc, je parlais par exemple des services, Bureau Veritas dont je parlais tout à l'heure, mais on peut penser également aussi à de Richebourg, la banque notamment, Natixis, Crédit Agricole. Côté industrie, on peut citer Unilever, Eramet, Eiffage. Dans le monde de l'énergie, Suez, EDF. Bon, 3000 clients, on voit que ce n'est pas un petit par client. Dernière question, parce que tu as évoqué effectivement 2 acteurs, allez, 4 acteurs, on a cité 4. Qu'est-ce qui vous différencie en fait? Qu'est-ce qui différencie UKG de ces grands poids lourds de l'édition logicielle en RH? Ça, c'est intéressant justement parce qu'on est un petit peu différent. Je disais tout à l'heure, on est le 3e acteur en termes de part de marché sur le SIRH. Mais finalement, nous, on est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se concentre sur ce qu'on sait faire. Et là où est notre expertise aujourd'hui, c'est vraiment la digitalisation RH, automatisation du process d'un côté et la gestion des temps des effectifs, planification à plus long terme de l'autre. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc à la différence des autres, on est moins focalisé sur la paye, par exemple, ou le corps RH, mais justement, on vient apporter une brique beaucoup plus sur laquelle nous, en tout cas, on est beaucoup plus experts. Comment ça pourrait s'appeler, People Operation ou Talent? Tout à l'heure, tu as utilisé un autre terme qui était… Alors, nous, on appelle ça People Operations. En fait, on fait… donc, on a un peu trois offres ou 3 produits phares, on va dire. Le premier, c'est la partie digitalisation RH, automatisation de process. Le deuxième, la gestion des effectifs, la gestion des temps. Et en fait, les deux ensemble, ça forme People Operations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos clients en fait, utilisent les 2 solutions un peu sur des sujets communs.
Voilà, People Operations, c'est la fusion des deux sur souvent un élément qui manque un peu dans le dispositif des outils RH qu'ont à disposition les entreprises. Ok, un expert mondial du People Operation. Alors, je voulais passer à la question d'après, mais en fait, Nathalie, et merci Nathalie de poser vos questions, et je vous invite tous à poser des questions, c'est bien l'objet de ce webinaire, hein. Ce n'est pas uniquement d'avoir un propos descendant d'experts et qu'on réserve 5 minutes aux questions, donc si on peut rester dans une dynamique d'échange, là c'est une question sur UKG, alors c'est moi qui ai posé des questions à Rémi, et il est gentil de nous répondre, et je pense qu'il a envie de commencer vite le webinaire, mais Nathalie te pose la question, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de répondre rapidement. Roadmap pour UKG en termes d'innovation sur 2023, qui est déjà bien entamé, et peut-être 2024. Bon, sans forcément rentrer dans le détail de tout, évidemment, on va faire énormément de choses sur l'intelligence artificielle et voilà, tout ce sur quoi tout le monde travaille. Nous, vraiment, l'innovation qu'on apporte, c'est de rapprocher vraiment la digitalisation RH, le support RH, l'expérience collaborateur dans les outils que les personnes utilisent au quotidien. Et donc, l'idée, c'est pour ça que aussi j'insistais tout à l'heure sur le dire, on n'est pas un SIRH comme les autres. Nous, en fait, on veut apporter le support RH, l'expérience collaborateur dans ces outils-là que les gens utilisent au quotidien, donc une badgeuse, un outil de gestion des temps. Notre innovation, c'est ça, en fait, c'est plutôt que d'avoir des outils qui parfois sont pensés pour les ressources humaines, avoir des outils qui sont plutôt pensés pour les collaborateurs en premier et les collaborateurs qui sont sur le terrain. Voilà Nathalie pour la réponse et merci Rémi pour cette introduction. Et c'est une excellente transition puisqu'on parle bien, le thème est bien sur l'expérience collaborateur et les performances. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ce duo RH et manager soit un duo de choc et pas un duo de toc, en toc en tout cas. Quelle est ton approche du sujet? Alors, est-ce que duo de choc ou duo de en toc? Moi, je pense que c'est un duo de choc, évidemment. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de RH et beaucoup de managers, de toute façon, s'en rendent compte, ça fonctionne mieux quand même quand les deux sont alignés. En réalité, souvent, c'est assez peu le cas. Donc, c'est quelque chose moi, que j'ai beaucoup vu aussi avant quand j'étais plutôt côté RH. Alors, j'aime bien prendre un exemple qui est un peu trivial et peut-être un petit peu extrême, mais je pense que beaucoup de RH, on a vécu cette situation où tout d'un coup, il y a un manager qui vient vous voir parce qu'il a besoin il veut virer quelqu'un de son équipe, puis vous l'apprenez parce qu'en fait, cette personne-là, elle a des bonnes revues de performance depuis des années. Et donc, souvent, ça pose la question, mais vous pensez que c'est quoi le métier des RH? On n'est pas là pour faire sortir les gens. Donc ça, c'est un exemple un petit peu extrême, mais en vrai, on pourrait vraiment multiplier les exemples où parfois, il y a des incompréhensions sur qui fait quoi et surtout quelles sont les zones de responsabilité de chacun. Et donc ça, nous, c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressé et qui nous intéresse encore beaucoup. Et on sait que nos clients aussi se posent ces questions-là. Et donc, on a voulu creuser un peu plus le sujet et on a fait une enquête justement là-dessus qu'on a appelée les zones grises. Parce que justement, l'idée, c'était de mieux comprendre, peut-être d'apporter de l'éclairage sur ces zones grises de responsabilité entre RH et managers. Alors, pour la petite histoire, ce qu'on a fait là-dessus, moi je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a posé la question aux deux. Donc, on a pris des groupes de RH et des groupes de managers en leur disant c'est quoi votre métier? Première question. Et deux, d'après vous, c'est quoi le métier de l'autre? Et alors, bon, quand on pose la question. C'est un regard croisé en fait sur le regard croisé, exactement. Respectif. Et quand on regarde donc, le rôle des RH, les gens sont très clairs. Les RH, ils vont dire moi, je suis là pour faire de la ligne RH, je suis là pour faire de la formation. Et les RH vont dire aussi je suis là pour veiller au bien-être des collaborateurs. Les managers vont dire la même chose. Oui, les RH, ils font de la ligne RH, ils font de la formation et ils font du recrutement. Bon, il y a une petite différence un petit peu sur cette partie-là, mais globalement, un alignement. Ce qui est plus intéressant, c'est l'autre question. C'est quoi le rôle d'un manager? Les managers, ils vont vous dire, c'est ce qu'on a mis sur l'écran ici, mon métier en tant que responsable d'équipe, c'est de structurer l'équipe, c'est de gérer la performance de cette équipe, s'assurer que les gens ont tout à leur disposition pour pouvoir être le plus efficace possible et se développer, et puis de planifier, d'organiser le travail de l'équipe. Et si on regarde sur l'écran ce qu'il y a sur la droite, là, c'est les réponses des RH. Sur les deux premiers, on est pareil. Oui, c'est ça le rôle des managers. En revanche, les RH vont nous dire nous, on pense que la troisième priorité des managers, c'est de faire de l'administratif RH. Donc ça nous a évidemment interpellés et ça revient sur cette question un peu des zones grises. Est-ce que vraiment c'est le rôle des managers de faire de l'administratif RH? C'est ce qu'on va voir peut-être juste à la suite. Juste à évoquer une enquête, est-ce que tu peux nous dire juste, on peut la retrouver sur votre site?
je suppose. Oui. Je l'espère en tout cas. Et quelle était sa genèse en fait? Pourquoi vous avez mené cette enquête et sur la base de combien tu as dit que vous avez interviewé les deux populations? C'est pas du quali, c'est du quanti ou est-ce que tu peux nous donner quelques infos très rapides? C'était un peu les deux, donc Ouais. c'était quand même plutôt du quantitatif dans le sens où on a fait un questionnaire, mais il y avait aussi des questions qui étaient ouvertes, donc on a pu récupérer aussi un peu des verbatim pour un peu plus comprendre. Et donc c'est une enquête qu'on a fait en 2021 avec 50% des répondants étaient donc des RH et 50% étaient enfin l'autre partie étaient des managers, donc des personnes qui gèrent une équipe. Et on voulait vraiment, la genèse en fait, c'était que dans avec beaucoup de clients avec lesquels on travaille, cette question-là revient assez souvent. Et on oppose parfois l'expérience manager et l'expérience des RH, donc on voulait creuser un peu plus ce sujet-là. Quand on veut finalement bien générer de l'expérience collaborateur, on se doit de faire en sorte que l'expérience manager, l'expérience RH fit bien. Hein, voilà, on est bien dans la dynamique de people operation. Alors, quels sont justement les obstacles, les freins à cette dynamique de collaboration entre manager et RH? Oui, donc il y a plusieurs éléments aussi qui sont ressortis dans cette enquête. Le premier, c'est tout ce qui est autour des rôles et des responsabilités, peut-être la clarté sur le qui fait quoi, ou à quel moment finalement c'est la décision d'un manager opérationnel, ou au contraire on a besoin d'avoir les RH dans la boucle. Parfois aussi une mauvaise connaissance des difficultés ou en tout cas du métier de l'autre, peut-être un peu plus pour les RH qu'on a pu le voir précédemment. Des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Bon, ça arrive aussi tout le temps, mais en tout cas, parfois, plus on peut discuter de cet alignement, mieux c'est. Évidemment, après, des systèmes d'infos qui ne sont pas les mêmes, des chiffres qui ne sont pas les mêmes, des sources en fait, d'informations qui sont différentes, qui font que on peut parfois se chamailler aussi sur des chiffres. Et puis, dans tous les cas, on ne parle pas aussi le même langage. Il peut y avoir, on avait des verbatim un peu aussi là-dessus, des organisations où on disait aussi les managers parfois ne comprennent pas les RH parce qu'on peut être un peu technique par moment. Donc, si on traite ces 5 points-là, il y aura la courroie de transmission RH manager sera solide. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est évidemment, il faut adresser tous ces points-là. Ce qui est super intéressant aussi dans l'enquête, c'est que ce soit les managers ou les RH, tous ils nous disent mais c'est ça en fait les problèmes. Donc au moins, ils sont d'accord sur le diagnostic, ils sont d'accord sur le fait qu'ils ont besoin de travailler dans des outils qui sont les mêmes, de parler le même langage et de s'aligner un peu plus. Alors oui, je pense qu'on peut répondre à la question. Après, ce qui va manquer, c'est le collaborateur. Il faut quand même aussi prendre en compte les besoins des salariés. C'est une relation tripartite. En fait, cette relation, je vais dire ambiguë, entre manager et RH, elle date pas de 2022, ni même de 2023. Ça a un peu toujours existé, ce côté un peu poil à gratter des RH auprès des managers, ce côté des managers, je force le trait évidemment, qui ne comprennent rien à la RH et qui font les choses pas comme il faut. Ça a toujours existé. Pourquoi tout d'un coup faire émerger ce problème-là? Alors, ça a toujours existé. Cet enjeu-là. Non, mais tu as raison. Je pense que ça a toujours existé. Et en plus, pendant longtemps aussi, on entendait parler du DRH, du manager DRH opérationnel, qui est aussi une expression, je trouve, assez intéressante. Oui, c'est pas nouveau. Je pense que c'est plutôt le contexte dans lequel on vit aujourd'hui qui fait que ça redevient une question de plus en plus importante. Évidemment, je pense 3 ans après le Covid et toutes les transformations que ça a pu apporter, on se rend compte qu'il y a énormément de plus de pression en fait sur les managers, sur la gestion de leur équipe, sur la gestion du bien-être des collaborateurs, de leur santé mentale, qui font qu'il y a des injonctions en fait de plus en plus difficiles pour les managers. À côté de ça, la même chose pour les RH, à qui on demande de plus en plus de choses. On leur a demandé de gérer toute la communication pendant le Covid, de s'assurer que les personnes pouvaient bosser à distance dans les sociétés dans lesquelles c'était le cas. Je pense qu'on est aussi dans un contexte où il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en cause. Et donc, du coup, le rôle peut-être encore plus, la définition des rôles entre les deux peut-être se repose à la lumière de ces événements ou de cette nouvelle façon de travailler qui est en train de se mettre en place dans beaucoup d'organisations. Alors, justement, on va avoir une petite séance de questions et ça tombe bien parce que Alix et Thierry t'en posent, mais tous les autres, n'hésitez pas à en poser à RMI ou à faire vos retours d'expérience. Avant de poursuivre le webinaire sur le deuxième temps fort, la deuxième grande question, Thierry te pose la question suivante. Pourriez-vous préciser ce qu'il y a derrière les opérations et administration RH?
Oui, alors c'est vrai que moi, quand je parle d'opération, ici, je parle vraiment des managers opérationnels, donc des managers d'équipe, des responsables d'équipe sur le terrain. Et quand je vais parler d'administratif RH, je vais vraiment parler de toutes les activités transactionnelles qu'on va faire plutôt que côté RH, donc faire une attestation de travail, faire un contrat de travail, pointer, préparer la paye, voilà, vraiment la partie purement admin. Et ce dont on se rend compte dans l'enquête qu'on a pu faire, c'est que parfois, beaucoup de managers en fait aussi font du boulot administratif. Voilà Thierry, n'hésitez pas à reposer la question, hein, à reposer d'autres questions si la réponse n'est pas claire. Je ne dis pas ça pour ta réponse là. Alix te pose la question suivante. Quel est selon vous, selon toi et selon les résultats de l'enquête, le rôle des RH dans l'expérience collaborateur? Ça, c'est une bonne question parce que justement, moi, avant d'y répondre, j'aurais envie de la poser un peu différemment. C'est quoi le rôle des RH et c'est quoi le rôle des managers? Parce que justement, je ne pense pas que ce soit uniquement les RH qui a un rôle à jouer dans l'expérience collaborateur, c'est les RH, les managers. Il faut que les salariés aussi se l'approprient. Donc, il y a énormément, en fait, on est sur des projets qui doivent impacter tout le monde. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Je pense que le rôle des RH sur l'expérience collaborateur, ça va être comme leur rôle sur beaucoup d'autres sujets, d'être un peu les gardiens du temple. C'est-à-dire les personnes qui vont quand même être en charge de définir les règles, un peu les grands principes, on va dire, et puis d'apporter des outils aussi. Et souvent, quand même, ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est que c'est souvent les RH qui sont moteurs sur l'expérience collaborateur. Quand tout d'un coup, une entreprise se dit on veut travailler pour améliorer l'expérience collaborateur, souvent c'est quand même un sujet qu'on va donner au RH. Donc il y a quand même, je pense, un rôle aussi d'être moteur, d'être leader, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être géré uniquement par l'équipe RH. En fait. C'est pas parce que c'est l'affaire de tous que le DRH doit s'en délaisser et doit être le moteur, en être l'impulsion, en être l'aiguillon de l'expérience collaborateur, si je résume un petit peu. Exactement. Ta réponse. Ephraim te pose la question suivante. Le DRH est-il du côté de l'employeur ou du côté de l'employé? C'est ta réponse? Ma réponse, c'est de rire. Je pense que ma réponse, en vrai, ça va être de dire que ça dépend. En tout cas, la question, elle est posée de façon assez directe. Évidemment, on travaille tous pour une organisation, on a des objectifs. Après, je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une situation où il y a de plus en plus d'attentes de la part des collaborateurs. Les entreprises ne peuvent pas se permettre de maltraiter leurs salariés parce qu'on a tous du mal à recruter, donc on a du mal à garder les personnes. Donc, je pense que ça penche un peu plus du côté du collaborateur aujourd'hui. On passe d'un marché d'employeur à un marché d'employés, en fait. Et être plus du côté de l'employé, c'est probablement être mieux du côté de l'employeur. C'est les bénéfices indirects. Avant de prendre la question de Joël, on va poursuivre le webinaire parce que justement, il y a un lien avec cette question-là qui est de dire, mais en quoi, en fait, le fait d'avoir ce lien fort entre RH et opérationnel et management est important dans le contexte actuel, mais parce que tu l'as évoqué sur la période Covid, mais de façon plus tendancielle. Quel est le bénéfice qu'on pourrait en tirer? Oui, mais c'est un peu ce qu'on disait. Pourquoi finalement se reposer la question maintenant? On parlait du Covid, mais c'est pas que le Covid. On ne peut pas non plus tous les mettre sur le dos. Mais il y a beaucoup de transformations en fait dans beaucoup d'entreprises. Et il y a un point commun, en tout cas une problématique commune aujourd'hui qu'on rencontre, qu'on soit côté RH ou qu'on soit manager d'équipe, c'est l'engagement des collaborateurs. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on a de plus en plus de mal quand même à recruter des talents. On a du mal aussi surtout à les garder et parfois à faire en sorte qu'ils soient motivés. Donc, on connaît tous un peu ces chiffres qui parfois peuvent être un peu effrayants. Là, on vous a mis des exemples de l'enquête de Gallup sur l'engagement. On voit que l'Europe est quand même très mal notée, hein, seulement 14% d'engagés. Bon, il y a différentes enquêtes qui parfois apportent des éclairages différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, c'est quelque chose que je vois dans les discussions que j'ai avec des DRH, avec des clients, c'est que tout le monde se pose cette question-là. Et c'est pas, encore une fois, peut-être c'est en lien aussi avec la question qu'on a vue tout à l'heure d'un des participants, c'est pas uniquement un sujet RH, c'est un sujet en fait qui est partagé avec les RH et les managers. J'ai évidemment besoin, si je suis manager d'équipe, d'avoir des personnes qui sont motivées et qui comprennent pourquoi ils se lèvent le matin ou pourquoi ils se connectent le matin s'ils sont à distance et qui comprennent l'objectif en fait. Donc c'est là-dessus où ils se ressemblent et je pense qu'il y a de plus en plus d'attentes de la part des employeurs, de la part des collaborateurs vis-à-vis de leur employeur et c'est pour ça qu'en fait la question redevient importante.
Donc, le bénéfice, c'est améliorer l'engagement des collaborateurs. Hein, le fait de renforcer cette courroie de transmission manager RH, renforcer l'engagement des collaborateurs. Est-ce que, justement, en plus de ça, il y a un bénéfice sur l'expérience collaborateur, qui sont évidemment, c'est le titre du webinaire, donc du parcours collaborateur. Oui, on est un peu donc, dans ce contexte-là où beaucoup d'entreprises quand même se disent bon, j'ai besoin d'améliorer l'expérience collaborateur. Déjà, bon, souvent ça commence par une première étape qui est de se dire mais de quoi on parle, c'est quoi l'expérience collaborateur. Mais souvent en fait un problème, en tout cas un souci qui peut arriver de temps en temps dans les organisations, c'est qu'on se dit bon du coup il faut mettre en place des nouveaux processus, mettre en place de nouvelles initiatives, de nouveaux outils. Et c'est souvent pensé du prisme soit des RH ou soit des managers. Et on oublie parfois de prendre en compte que si on fait tout ça, c'est pour que les personnes derrière aient une meilleure expérience. On parle quand même d'expérience collaborateur. Et c'est vrai que là, ce que je voulais montrer en fait avec ce schéma-là, et je pense qu'on a tous fait cet exercice-là dans nos organisations différentes, c'est de se dire c'est quoi les différents moments d'échange qu'un collaborateur va avoir sur les sujets RH, en tout cas sur les sujets qui touchent à sa carrière. Ce qu'on rencontre souvent quand on fait l'exercice, c'est que c'est en fait extrêmement complexe. Et que derrière, on aurait pu mettre un peu des couleurs différentes pour se dire mais ça c'est un sujet RH, ça c'est un sujet manager, ça peut-être c'est un sujet IT, informatique. En fait, on complique la vie peut-être aussi parfois de nos collaborateurs en essayant au contraire d'apporter des réponses et de mettre en place de nouveaux éléments. J'en ai un exemple qui est un peu peut-être trivial, mais on a vu encore une fois dans les 3 dernières années avec le Covid et tout ça, beaucoup de réflexions, et c'est une bonne chose, sur la santé mentale. Donc, beaucoup d'entreprises se sont dit, bon, allez, on va donner une application, on va donner accès à une plateforme pour donner de l'information sur ces sujets-là et faire de l'awareness, comme on nous l'expliquait un peu plus, former les managers ou expliquer aux collaborateurs qu'il faut en fait avoir cette discussion. C'est une bonne chose. Après, c'est un outil en plus. On apporte peut-être aussi parfois de la complexité en essayant de répondre à ces questions-là. Donc, partir aussi du point de vue du collaborateur, je pense que c'est extrêmement crucial sur ces questions. On est dans une vraie approche marketing, en fait, d'écoute des attentes des collaborateurs et d'essayer d'y répondre au mieux en évitant le silotage très rigide en fait de l'organisation. Ça c'est pour les managers, tu l'as évoqué, ça c'est pour les managers, ça c'est l'IT, c'est la RH, mais c'est pas comme ça qu'on génère une bonne expérience. C'est d'essayer d'avoir une approche systémique du sujet, quoi. Exactement, et notamment parce que c'est ce qui intéresse les collaborateurs. Je pense qu'il n'y aurait rien de pire pour un salarié que d'avoir un manager qui dit en fait, désolé, je peux pas faire ça, c'est la DRH qui a décidé de faire ça autrement. C'est des choses qu'on entend pour autant, mais en réalité, le salarié, quelque part, il s'en fiche. C'est moi, que fait mon employeur au global, et comment on peut m'aider au quotidien. Donc, le duo de choc manager RH, ça permet de renforcer l'engagement, ça permet d'améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être, tu l'as évoqué, dans un contexte de transformation et d'imprévisibilité accrue, et ça permet de générer une meilleure expérience, en tout cas de l'aborder de façon plus transversale, plus globale, que de façon très silotée. On va prendre les questions. Alors, Joël te pose la question, est-il possible d'avoir le rapport, l'enquête que tu as évoqué sur l'engagement des collaborateurs en Europe? Peut-être que ça, c'est l'enquête Gallup, en revanche, je crois, qui est mentionnée. Oui. Donc, sur l'enquête Gallup, vous pouvez aller sur le site de Gallup. Je pense que vous pourrez y avoir accès. Sur le slide, on avait mis la source, je crois, donc vous pouvez le retrouver. Voilà. En revanche, l'enquête, elle est bien disponible. Et l'enquête dont on parlait avant, effectivement, est disponible sur notre site. Donc, je pense que c'est des éléments qu'on va pouvoir vous envoyer après. Voilà. Et juste après, dans le slide, vous pouvez télécharger la présentation. Et dans cette présentation, vous avez les coordonnées de Rémi pour éventuellement lui dire « Ah, je ne retrouve pas l'enquête sur le site. Est-ce que vous pouvez m'envoyer PDF ?» Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Marie-Pierre te pose la question. Bon courage pour la réponse. Côté RH, que peut-on faire pour garder nos talents? Pardon, Marie-Pierre, c'est les talents RH dont vous parlez? Côté RH, que peut-on faire là? C'est peut-être côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les talents de façon globale? Oui, en RH. Est-ce que c'est comment les RH peuvent garder les collaborateurs ou dans l'équipe RH, comment ça se fait que les RH restent? Bon, ceci, les deux questions sont intéressantes. On peut commencer peut-être par la deuxième. Je pense que justement, sur la partie, si on se concentre sur la population RH, qui est une population qui est quand même un peu aujourd'hui en difficulté, moi je dirais vraiment.
pourquoi je dis ça par rapport aux discussions que j'ai avec beaucoup de RRH et de DRH. C'est un peu un exemple trivial, mais j'aime bien prendre cet exemple-là. Moi, je suis dans un groupe WhatsApp aussi avec beaucoup de DRH, où en fait, on est tout le temps en train d'alterner entre des discussions sur, au fait, vous, comment vous avez fait pour changer la culture dans votre entreprise, sur des questions compliquées, comme la question de Joël finalement. Et puis, alterner de questions parfois qui sont, mais au fait, est-ce que quelqu'un a un exemple de modèle pour un guidé d'accueil, un livret d'accueil, ou est-ce que quelqu'un sait exactement comment je calcule un taux d'absentéisme? Et en vrai, ça, c'est quelque chose que les RH vivent assez souvent. C'est qu'on doit alterner entre parfois du très transactionnel et du très stratégique. Et souvent, la profession, je trouve, n'est pas assez valorisée. Donc, je dirais que ça ne répond pas forcément à la question, mais pour garder les talents RH, déjà, il faut les intégrer dans la réflexion de l'expérience collaborateur. C'est quoi l'expérience collaborateur de mes RH? Parce qu'on pense aux salariés, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à l'équipe RH? Donc ça, c'était plus pour cette deuxième partie de la question. Souvent cette question-là, on ne la pose pas aux collaborateurs d'ailleurs. Pourquoi vous restez? Il y a ceux qui partent, pourquoi vous partez? Et c'est très difficile d'obtenir une forme d'objectivité, de réalité de la réponse, mais plus on se souciera de cela, plus on pourra essayer d'y apporter des réponses. Alors là-dessus, c'est intéressant, ça me fait penser, nous, à une autre enquête qu'on a réalisée sur ça. On a tous vu qu'il y a quand même des chiffres d'émissions qui ont beaucoup augmenté. On a parlé de Great Resignation, de grand départ. Peut-être c'était un petit peu exagéré par rapport à ce qu'on peut voir en France, mais quand même, on a pu voir une accélération quand même en 2021 du nombre de départs. Et donc, nous, on a fait aussi une enquête pour essayer de mieux comprendre ces éléments-là et poser la question. Pourquoi vous êtes parti? Et là, c'est intéressant parce qu'on voyait aussi un décalage entre ce que pensent les managers et ce que pensent les personnes qui sont parties, les collaborateurs. Alors, je m'explique, on a posé la question aux deux populations, un petit peu comme sur l'enquête d'avant. Et quand vous posez la question à des managers, ils vont vous dire les personnes qui sont parties en 2020-2021, c'était à cause du Covid, parce qu'ils avaient des problèmes familiaux, ou pour des problématiques de temps de déplacement, en fait, de trajet pour aller au bureau. Donc ça, c'est ce que vous disent les managers. Vous posez la même question aux collaborateurs, mais pourquoi vous êtes parti? Et ils vont vous dire, en fait, moi, je suis parti de cette société. Je suis parti parce que dans cette société-là, je n'étais pas reconnu, je ne me sentais pas appartenir, ou je n'avais pas de place pour me développer. Et donc ça, c'était aussi assez intéressant de se dire, il y a peut-être aussi un décalage de perception entre ce que les managers pensent et la réalité de ce que pensent les collaborateurs. Et donc oui, je te rejoins complètement Thomas, ça commence par en fait, à quel moment on pose la question, à quel moment on regarde les réponses. Souvent, ce qu'on évoque quand on est concerné, c'est que les torts sont exogènes, c'est un peu la faute du marché, ou voire même de certaines générations qui sont des un peu opportunistes. Il y a plein de raisons, ou la fluidité du marché qui devient extrême, ça devient normal d'avoir un turnover de 25%. Et puis, en fait, les vraies raisons, en tout cas quand on fait un certain nombre d'études, c'est plutôt des raisons endogènes propres à l'organisation ou à son management, ou à ses RH, justement. Et donc là, les entreprises qui font ce travail un peu d'introspection et de dire mais comment est-ce qu'on peut se corriger parce que le problème semble être nous, ça porte souvent ses fruits. Une question, j'ai bien vu les autres questions, mais j'en prends une là, puis après on va poursuivre le webinaire et puis on prendra bien sûr toutes les autres questions. Question d'Estelle, qui est toujours des managers qui ne suivent pas les règles et les outils RH. Ça, c'est bien vrai. C'est factuel. Comment ne pas jouer le rôle de gendarme RH et pousser les managers à s'approprier les process RH comme levier de management? Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est un peu le troisième thème du troisième temps fort du webinaire, mais est-ce que tu peux déjà nous donner des éléments de réponse? Oui, c'est une super question et je pense que c'est un peu en lien avec les obstacles qu'on avait vus un peu avant. Je pense que, en fait, parfois, vous pouvez avoir des personnes aussi, des managers qui vont profiter de dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute des RH et qui suivent pas, ou qui n'ont pas envie de suivre les règles. Oui, ça peut exister, évidemment. Je pense quand même, dans la plupart des cas aussi, il y a beaucoup parfois de managers qui ne sont pas forcément au courant. Et on le sait tous, pour les RH qui sont avec nous aujourd'hui, on le sait tous, si on pense à la conformité RH au réglementaire, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a toujours des cas compliqués. Et on ne peut pas attendre en fait, à ce qu'un manager soit au courant de tout. L'idée, c'est de pouvoir leur apporter les bonnes réponses au bon moment et de pouvoir en fait se dire quand il y a une transaction qui est en train d'être faite, quand il y a
je sais pas, une promotion, on est en train d'embaucher quelqu'un, c'est à ces moments-là qu'il faut pousser une information un peu plus ciblée vers les managers pour qu'ils soient au courant de « Ah tiens, mais n'oublie pas, dans ces cas-là, ça se passe comme ça. Une personne qui a été absente pendant un moment, qui revient, comment est-ce qu'on gère le retour d'un collaborateur ?» C'est vraiment à ces moments-là qu'il faut en fait pousser ces informations-là. On ne peut pas s'attendre à ce que les managers soient au courant de tout le temps. Et je pense que quand même, ça commence aussi par ça pour sortir un peu de cette discussion de le RH gendarme, c'est en fait être aussi peut-être un peu plus proactif et d'apporter de l'information et de la formation aux managers. En fait, quand il y a une obligation à respecter, il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire de l'information et de la formation. Après, quand on requiert une action du manager, là, il faut l'embarquer et donc il faut le motiver. La vraie question, c'est quoi son levier motivationnel? Puisqu'on n'est pas dans une d'obligation, hein, le droit, il faut le respecter, mais dans une oblique de, tiens, il faut le motiver. Pour le motiver, c'est ce que tu évoquais précédemment, il faut l'embarquer, il faut l'associer, il faut être dans une dynamique de coopération, de collaboration, et d'abord lui poser la question de ce qu'il en pense. Et souvent, sur les SIRH, ça a souvent été le cas, tout d'un coup, pouf, on a délégué un certain nombre d'aspects transactionnels sans trop se poser la question de savoir ce qu'en pensaient les managers, comment est-ce qu'ils trouvaient la solution, est-ce qu'ils avaient la disponibilité pour le faire. C'est une autre logique, hein, c'est une logique plus marketing. Et bien justement, je vois bien toutes vos questions. On va essayer de les prendre rapidement. Il nous reste 10 minutes. Comment est-ce qu'on fait, justement? Comment est-ce qu'on fait? Tu t'évoquais un peu les outils. Moi, je pense que c'est effectivement un levier qui est important. Effectivement, je pense qu'il y a eu une tendance dans beaucoup d'organisations de pousser un peu plus d'éléments vers les managers sans qu'ils aient forcément les réponses à tout. Nous, c'est un peu aussi des questions qu'on essaie de gérer un petit peu différemment. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de se dire, en fait, on va repousser vers les managers des sujets RH, l'idée étant plutôt d'apporter du support. Et ce support-là doit arriver directement dans les outils et les process que les managers et les collaborateurs vivent au quotidien. Donc, qu'est-ce que ça peut dire? Par exemple, je donne un petit peu des exemples de cas d'usage qu'on pourrait voir. En fait, ça revient sur la question de tout à l'heure. Les managers ne sont pas forcément au courant de tout le réglementaire, et c'est normal, c'est pas leur métier. Mais si, quand ils sont en train de changer un planning, de changer une personne d'équipe, à ce moment-là, on peut leur pousser de l'information et des rappels de règles, des rappels de procédures d'une façon, je dirais, digérable, directement dans les outils qu'ils utilisent au quotidien, donc leurs outils de planification, leurs outils de gestion des temps. Là, on apporte peut-être un peu plus une réponse que de leur dire allez dans le SIRH dans lequel ils se connectent peut-être qu'une fois de temps en temps. Donc ça, c'est peut-être un premier élément de réponse, je dirais. L'automatisation, souvent, tout le monde n'est pas... on peut le voir parfois d'une façon un peu négative, mais moi, je considère que c'est quand même un élément de réponse aussi là-dessus. Ce qu'on voyait, nous, dans notre enquête que je citais précédemment aussi, on a plus de 70% des managers qui nous disent faire plus de 3 heures d'administratif RH par semaine. Est-ce que ça, c'est une bonne utilisation de leur temps? Peut-être pas. Quand on réfléchit, et c'est un exemple dont on va parler après, je pensais à une société qu'on nous on accompagne de Richebourg, qui permet, grâce à l'automatisation, à faire des contrats de travail en une journée qui sont signés tout de suite pour des contrats courts. Là, on vient aussi aider les managers et on n'est pas en train de mettre sur leurs épaules la charge administrative de courir après les gens, de s'assurer que c'est signé. Donc, ça commence par ça. Leur donner aussi l'information dont ils ont besoin. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, parler le même langage. Si finalement tout le monde a la même vue sur les plannings, les temps de présence, les absences, et qu'on peut se comprendre parce qu'on est tous à utiliser les mêmes chiffres, pareil, on va améliorer la collaboration entre les deux. Et ça permettra aussi de donner l'information en temps direct aux managers pour prendre les bonnes décisions sur la gestion de leur équipe. Donc, ce n'est pas les RH qui imposent, c'est les RH qui sont plutôt un levier qui apporte de l'information, qui apporte du savoir pour aider les managers du coup à apprendre complètement leur rôle. Je crois que jusqu'à après, tu as quelques exemples. Est-ce que tu as cité de Richebourg? Peut-être tu peux nous présenter les 2 premiers? Bien sûr. En 3 minutes? Oui, on va faire ça rapidement. Donc, de Richebourg, j'en parlais. Donc, c'est donc une société de services qui fait du facility management, donc beaucoup de services un petit peu différents. Ils ont beaucoup de contrats courts.
Et donc, eux, leur difficulté, c'était vraiment de se dire on doit faire énormément de recrutement, on doit faire énormément de contrats, mais les managers, ils passent leur temps à faire ça. Donc, du coup, comment on peut le régler? Et donc, ils font plus de 200 000 contrats par an. Et donc, maintenant, grâce à des solutions en fait, de signature électronique et d'automatisation du contrat de travail, ils ont plus de 90% de leurs contrats qui sont signés dans la journée. Donc, on passe plus du temps à courir finalement après les uns les autres pour les signatures et on peut s'assurer que la personne qu'on a beaucoup de mal parfois à recruter, finalement, elle est là. Qu'entre-temps, elle est pas forcément allée voir ailleurs parce qu'elle n'a pas encore eu son contrat de travail. Donc là, un exemple qui est plutôt intéressant. L'autre aussi que je voulais citer, c'est le groupe Anucard, c'est un groupe belge de 600 collaborateurs, mais je pense qu'ils ont 200-300 personnes en France. Eux, en fait, c'est un sujet très intéressant. C'est du tertiaire ou de l'industrie? C'est l'industrie, en fait, c'est le spécialiste des rouleaux industriels. Ah, donc c'est vraiment l'industrie. C'est vraiment l'industrie. Et donc, eux, en fait, ils avaient un besoin plutôt simple, en fait, à la base, c'est qu'ils voulaient changer leur outil de GTA. De gestion des temps et des absences parce qu'ils ne fonctionnaient plus. Et leur objectif premier, c'était on veut avoir des chiffres qui sont bons, on veut pouvoir bien préparer la paye, on veut être en conformité. Et en fait, au fur et à mesure, en discutant aussi avec leur directeur général, on s'est rendu compte que finalement, le plus important, ce n'était pas ça, c'était aussi d'apporter un support beaucoup plus avancé aux managers. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont aimé notre approche, où il y a beaucoup plus en fait l'accent qui est mis sur l'expérience collaborateur. Et c'est devenu pour eux vraiment le point clé. Et pour la petite histoire, parce que je trouve que c'est peut-être un contre-exemple, mais qui du coup est intéressant, les managers ont complètement adopté la solution. Et maintenant, tellement c'est facile et comme ils ont les mêmes infos que les RH, ils se comprennent, c'est maintenant là aussi les managers qui vont faire la gestion des anomalies sur les absences. Ce qui ne veut pas être contradictoire par rapport à ce que je disais avant, mais le but, ce n'est pas de faire de l'administratif aux managers, mais finalement, là, c'est eux-mêmes qui ont proposé de le faire parce qu'ils se sont dit, on a l'info, c'est nos équipes, ça fonctionnera mieux. Donc peut-être, voilà, des situations très différentes d'une société à une autre, mais en tout cas, c'était intéressant de revoir un peu les lignes de partage entre RH et manager dans cette organisation-là. Alors, il nous reste quelques minutes, on va prendre encore une ou deux questions, je ne sais pas, désolé pour ceux pour lesquels on ne pourra pas prendre de questions. Allez, un peu au hasard, Julie te pose la question, pensez-vous que la RH va disparaître d'ici 2030 et pourquoi? Alors disparaître complètement, je ne pense pas, mais je pense qu'elle va beaucoup se transformer, ça c'est sûr. On aime bien en plus en RH changer de nom assez régulièrement. Donc, je pense qu'on va relancer cette discussion tous collectivement de dire mais c'est quoi notre mission? Est-ce qu'on n'est pas finalement les responsables de la culture? Je pense qu'on va aller peut-être un peu plus par ça. La RH ne peut pas disparaître parce qu'en fait aujourd'hui, on va bien dans les échanges qu'on avait vus, les managers et les collaborateurs, ils ont encore besoin de support RH, encore heureux. En revanche, je pense que le rôle va changer dans le sens où on va beaucoup plus partir d'une approche marketing, comme tu l'as dit tout à l'heure, de partir des besoins des collaborateurs plus que des besoins de conformité de réglementaire. Ce sera toujours une figure imposée, mais on va changer un petit peu de façon de travailler. Inès te pose la question, avez-vous un exemple de test pour avoir un feedback sur la perception valeur côté salarié? Un exemple de test pour un feedback sur la perception valeur côté salarié, donc sur les valeurs de l'entreprise quelque part. Alors là-dessus, en fait, il y a en tout cas quelque chose qui est bien sur ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est que de plus en plus aujourd'hui dans l'entreprise font des enquêtes d'engagement, de motivation, et souvent elles sont orientées autour des valeurs de l'entreprise. Donc beaucoup aussi prennent ces valeurs-là et les intègrent dans les évaluations pour s'assurer que les gens sont plus ou moins alignés. Ça, c'est vraiment très intéressant. En fait, souvent, la seule chose qui manque dans beaucoup d'organisations, et c'est pas facile, c'est de passer plus de temps à regarder les résultats et à en discuter. Et je pense que plus que de chercher du feedback, déjà, c'est de se dire, regardons en fait les résultats et juste, on a une discussion calme, et on en parle en fait. Effectivement, déjà confronter la réponse des collaborateurs à quelles sont les valeurs, pour vous, quelles sont les valeurs que vous vivez au quotidien, les grands principes d'action, et puis après les confronter à ce qui est écrit dans les couloirs. C'est déjà énorme, et puis de pouvoir partager autour de ça. Allez, une dernière question de Christia. Si tu peux répondre en 30 secondes, ce serait génial. Quelle que soit la nature de la question, la réponse par un outil ou un process n'est-il pas plutôt un moyen qu'une démarche en tant que telle pour améliorer la relation RH-manager?
l'outil est au service de cette transformation. Oui, oui, vous avez raison. Je suis d'accord, évidemment, un outil, c'est plus un moyen. Après, mon propos, c'est de se dire, c'est un moyen, mais c'est un moyen important. Et c'est justement parfois ce qui vous permet de commencer la conversation, de commencer un peu les échanges, de faire des ateliers de travail et de vous dire, mais du coup, derrière, c'est quoi notre culture managériale, c'est quoi le rôle du RH? Donc, en fait, c'est un levier. En fait, plus qu'un moyen, je pense que c'est un levier. Et parfois, ça peut enclencher cette démarche-là. Et évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que l'outil règle tout. Si vous avez les plus beaux outils et une culture managériale très mauvaise, bon, vous ne réglerez pas tous les problèmes. Ça ne marchera pas. La technologie est un moyen, elle n'est pas une finalité, mais elle peut créer l'impulsion. Elle est structurante, elle peut créer l'impulsion. Pour terminer ce webinaire, d'abord, merci beaucoup Rémi, mais pour terminer, on a toujours 2 questions très rapides. Quel est ton coup de com' et ton coup de cœur? Eh bien, mon coup de com', en fait, c'est qu'on organise un événement à l'hôtel Le Meurice à Paris. C'est plutôt sympathique comme endroit où on va vous parler justement un peu plus de People Operations et de ce que ça veut dire, et de notre vision justement de comment améliorer la collaboration entre RH et manager. Donc, on vous passera aussi les informations si vous voulez nous joindre. Voilà, c'est sur le site pareil, le 16 mars à l'hôtel Meurice, venez tous pour parler People Operations. Et ton coup de cœur? Et mon coup de cœur, on a parlé de choses un peu déprimantes, de désengagement, donc on va finir plutôt sur une note légère. Je vais vous parler d'une pièce que j'ai vue pas plus tard qu'hier soir, en fait, qui s'appelle Les Producteurs, et c'est très, 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 très drôle. C'est l'histoire de 2 producteurs un peu véreux qui, en fait, veulent faire un flop parce qu'ils se rendent compte que si ça ne marche pas, leur projet, ils vont peut-être gagner plus d'argent. Et donc, ça amène beaucoup de situations assez rocambolesques. Et donc, je vous invite à aller voir si vous êtes en région parisienne. C'est à quel théâtre? C'est au Théâtre de Paris, rue Blanche. Bah, magnifique coup de cœur. Bien sûr, ce qu'on espère pour la fonction RH, c'est qu'elle soit au top, pas que ce soit un flop. Mais rien n'empêche de travailler, voilà, de ne pas se prendre au sérieux tout en travaillant sérieusement. Merci infiniment, Rémi, pour ce retour d'expérience, ce partage et cette expertise sur le duo RH et manager et sur l'expérience collaborateur. Merci à toutes et tous d'avoir été très présents aujourd'hui. Désolé de ne pas avoir d'avoir pu répondre à l'ensemble des questions. On a même débordé de 3 minutes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 9 mars à 14 h. On a évoqué un petit peu le sujet, c'est la santé mentale, un pilier stratégique de la qualité de vie au travail. J'aurai le plaisir de recevoir Angelinka Barrero-Guinan, qui est psychologue et coordinatrice clinique chez iFeel. Voilà, donc le 9 mars à 14 h. Merci encore Rémi. Merci Thomas. Et à toutes et tous, à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien.